Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par le service formation de l'Argus de l'assurance. Donc l'Argus de l'assurance, comme vous pouvez le voir sur la slide suivante, c'est 150 programmes de formation et 400 sessions programmées chaque année sur des thèmes variés comme le risk management, la conformité, le digital, le marketing, le commercial et des formations dispensées en présentiel ou à distance et qui sont, pour la plupart d'entre eux, éligibles DDA, comme on peut le voir sur la slide suivante. Et pour les courtiers qui nous ont rejoints ce matin, vous avez un petit peu moins de 2 mois encore pour remplir votre obligation de formation DDA de 15 heures annuelles. Donc surtout, n'hésitez pas à consulter notre catalogue de formation et à consulter notre plateforme Visa DDA qui est faite expressément pour vous. Donc, nous sommes ce matin avec Christian Agroum, qui est fondateur et gérant de la société Socoa, qui est une société de conseil en sûreté, cybersécurité et gestion de crise. Et comme vous le voyez à l'écran, il anime à nos côtés 2 formations sur ce sujet que je vous invite également à aller consulter sur notre site. Donc, il va nous parler ce matin de problématiques abordées au cours de ces interventions qu'il anime avec nous. Et nous allons notamment revenir sur le cadre législatif et normatif du cyber-risque et sur les offres que vous, en tant qu'assureur, courtier, vous pouvez proposer pour répondre à vos enjeux business et à vos obligations réglementaires. Donc voilà, je remercie Monsieur Agroum de cette intervention. Je lui laisse la parole. N'hésitez pas, grâce au petit module questions que vous devez avoir à droite de votre écran, à les poser au fil de son intervention et je lui relayerai à la fin afin que nous puissions y répondre ensemble. Monsieur Agroum, je vous laisse la parole et je vous remercie par avance. À tout à l'heure. Écoutez, merci. Si je me rappelle bien, on a une demi-heure, c'est ça, de présentation, puis un quart Tout à d'heure fait. de Et puis questions, c'est ça? ensuite un petit quart d'heure de questions. Alors, j'y vais. Donc, en une demi-heure, je vais essayer très rapidement de me présenter à nouveau. Je suis formateur donc aussi pour l'Argus de l'assurance, mais en fait, j'ai une double casquette. Je suis issu du secteur public, hein. J'ai passé 30 ans au ministère de l'Intérieur, je suis commissaire divisionnaire honoraire. J'ai été RSSI du ministère de l'Intérieur, responsable de la sécurité des systèmes d'information, et puis chef de l'Office central de lutte contre la cybercriminalité. Je suis parti après dans le secteur privé, et puis où j'étais directeur de la sécurité, cybersécurité. Puis depuis quelques années, j'exerce le métier de RSSI de transition. Vous savez, quand on est cadre supérieur, on ne peut pas être intérimaire, hein, on est de transition. Voilà, mais enfin, ça revient au même. Je travaille pour Servier, Evalua, Areva, Bonduel. Voilà, donc des postes de RSSI groupe. Et je m'intéresse également aux problématiques de l'assurance depuis que je travaille avec l'Argus de l'assurance régulièrement dans les formations qui vous ont été citées. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail tout à fait hein, de ce qui a été décrit. Il y a des formations pour ça. Hein. Mais on va essayer par contre d'avoir une vision, de faire un premier constat, d'avoir une vision perspective de ce monde de la cybersécurité, des enjeux pour le domaine de l'assurance. Et puis, on verra qu'il faut conserver l'humain au cœur du dispositif. Et naturellement, l'ensemble des questions permettra d'aller plus profondément dans vos attentes. C'est une actualité criante. Hein. On est face à la cybercriminalité, la cyberinsécurité. Les problématiques de cybersécurité relèvent d'une actualité permanente. C'est normal, on est face à ce qu'on peut appeler, ce que j'appelle moi les toujours nouvelles technologies. Ce sont des technologies qui sont en pleine évolution, en évolution permanente, tout particulièrement depuis ces 30 dernières années. On a vu l'avènement de la téléphonie portable au milieu des années 90. On a vu l'avènement du web 2.0, c'est-à-dire du web qu'on connaît au quotidien, qui nous est utile, qui est au cœur même de notre vie sociale et de notre vie commerciale, de notre vie d'entrepreneuriat, dans notre vie de citoyen également. Donc ce web 2.0 est arrivé au début des années 2000, puisque le pic de recours au web 2.0, ce sont les attentats du 11 septembre. Vous voyez que c'est quelque chose de très récent, et pourtant c'est une actualité qui nous concerne de plus en plus, qui est une actualité criante, tout particulièrement ces 2 dernières années du fait de la crise de la Covid-19, où on a vu des entreprises qui requéraient
leur collaborateur a travaillé, et pour cause, en mode distant. Ça ne veut pas dire nécessairement à la maison, ça veut dire en télétravail, mais pour la plupart d'entre eux à domicile. Et puis, on a vu naturellement ces entreprises se précipiter vers des solutions sans pour autant avoir la pérennité des dispositifs techniques qu'ils utilisaient et avec de nombreuses failles de sécurité, ce qui était, ce qui était une conséquence de l'impréparation à ce type. Et comment pouvait-on se prémunir d'ailleurs de cette crise sanitaire qui arrivait de manière si soudaine. Donc on a vu énormément d'attaques, et puis on a vu énormément d'attaques également contre l'ensemble des systèmes. On l'a vu par exemple dans le secteur médical en France. Pourquoi? Parce que soyons bien conscients que les cybercriminels sont des gens qui vont s'attaquer, comme tous les criminels, plus facilement aux institutions, aux organisations, aux personnes en situation de faiblesse, plutôt que celles qui sont dans une situation de force. Et on le verra au cours de cette demi-heure, je le répéterai plusieurs fois, la cybercriminalité se nourrit de la cyberinsécurité. Vous voyez là que le patron de la NSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui est le dispositif, l'agence, le dispositif qui relève des services du Premier ministre en France, qui a pour vocation de protéger l'État, de protéger les collectivités nationales, territoriales contre les cyberattaques, mais également d'apporter des solutions, de proposer des nouveaux types de certifications, de renforcer les structures étatiques, mais également de participer aux partenariats public-privé nécessaires. Le patron de la NSSI, Guillaume Poupard, nous dit que le pire est devant nous, et il le dit très récemment, puisqu'il le dit lors du Forum international de la cybersécurité qui s'est tenu il y a un mois environ à Lille. C'est un forum qui existe depuis une vingtaine d'années. Voilà, le pire est devant nous. En Suisse, un pays voisin dans lequel d'habitude on vit avec relativement tranquillité, le nombre de cyberattaques a doublé, et on voit que ce nombre de cyberattaques a été multiplié dans le monde. Donc c'est une véritable actualité, à tel point qu'un rapport McAfee au premier trimestre 2021 nous fait savoir qu'une moyenne de 688 nouvelles menaces sont détectées par minute de par le monde. Donc c'est quelque chose de considérable qui dépasse largement les prévisions aussi pessimistes soient-elles qu'on pouvait avoir il y a encore 1 ou 2 années. Un petit rappel très rapide de vocabulaire pour être sûr qu'on parle tous le même langage. Quand on parle de cybersécurité, on parle de sécurité des systèmes d'information. On ne parle pas que de sécurité informatique. Cette cybersécurité, elle repose sur 3 piliers et 4 critères: la disponibilité, la confidentialité, l'auditabilité, l'intégrité. L'auditabilité, on appelle ça aussi comment dire, auditabilité ou traçabilité. Et puis sur 3 piliers, la technique, l'organisation, la formation. On peut voir ça dans des formations beaucoup plus longues. La cybercriminalité, c'est une criminalité qui est double, qui est définie par la Convention de Budapest, par exemple, du Conseil de l'Europe, et qui rappelle que cette criminalité, elle est née des nouvelles technologies. Il n'y a pas de piratage, il n'y a pas d'attaque en déni de service, etc., s'il n'y a pas de technologie informatique ou téléphonique ou autre. D'accord ? Et puis, elle est aussi favorisée par les nouvelles technologies. Je vous l'ai dit, moi j'ai passé 30 ans au ministère de l'Intérieur. Je commençais ma carrière comme inspecteur de police chez la brigade de protection des mineurs à Paris. À l'époque, un pédophile qui cherchait du matériel pédopornographique devait se déplacer vers le chef-lieu de son département, au minimum, voir le chef-lieu, voir la capitale de région, voir la capitale tout court, monter à Paris pour aller chercher le matériel. Maintenant, d'un clic de souris, vous avez accès à toutes les horreurs du monde pour peu que vous sachiez les chercher, et ce genre de personnes savent les chercher très rapidement au cœur du darknet. Cette criminalité, qu'elle soit née des nouvelles technologies, favorisée par les technologies, c'est une criminalité organisée. C'est pas une criminalité, le petit garçon boutonneux qui arrive dans sa chambre de bonne à attaquer le monde entier. C'est très romantique, mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est une criminalité organisée à destination de criminels pour leur propre profit ou à l'usage de services de renseignement dans certains pays. Il faut en être conscient. C'est une criminalité qui est favorisée par l'anonymisation, par la massification, par sa professionnalisation. C'est une criminalité à rebond.
Si on veut attaquer un État, on peut attaquer d'abord les entreprises ou les particuliers pour, par rebond, dissimuler son attaque et être beaucoup plus efficace. Et puis, c'est une criminalité qui est abritée par des États qui sont minimum indifférents, mais souvent très corrompus. Pas de absence du triptyque, loi, justice et équipement. Enfin, elle est, je l'ai déjà dit, favorisée par la cyberinsécurité. Projetons-nous un petit peu dans la réalité de notre quotidien. On est dans une criminalité transfrontalière et c'est en ça que vous êtes concerné aussi dans votre quotidien. C'est cette nécessaire compréhension de cette criminalité qui est transfrontalière et qui donc, lorsque un de vos clients peut être victime d'une attaque, il ne sera bien évidemment pas de la part de son voisin. Les attaques directes, c'est quelque chose qui sont de plus en plus rares parce qu'elles sont facilement remontables. On est face à une criminalité par rebond et dissimulée par ce caractère transnational. Rappelons-nous qu'on est 7,8 milliards d'individus dans la planète, qu'on a 5,7 milliards d'utilisateurs de téléphones mobiles. Alors quand je dis téléphone mobile, je devrais dire smartphone, c'est-à-dire téléphone intelligent. D'autant que l'on sait que à l'heure actuelle, un téléphone sert à 25% de son utilisation à passer des coups de fil, 75% de son utilisation à transmettre de la donnée, à aller sur Internet, à chercher des films, à envoyer des photos, etc., à faire ses comptes, enfin peu importe. Donc c'est un ordinateur portable. On a 4,8 milliards d'individus dans la planète qui sont utilisateurs d'Internet, c'est-à-dire 60% de la population à peu près. Ça veut dire qu'il reste 40% de la population en global. Alors, on peut exclure les vieillards Kakoshim et les bébés, mais ça laisse quand même, alors on va dire, je sais pas moi, encore 20 points, 25 points de capacité d'utilisation d'Internet dans la population mondiale. Ça veut dire qu'on va avoir une croissance permanente du taux de victimisation, puis il y a de personnes sur Internet, plus il y a de capacité de victimisation, plus il y a un nombre de victimes élevé potentiel, mais plus il y a un nombre élevé de cybercriminels potentiels. D'accord ? Donc c'est à retenir aussi, on est face à un phénomène qui ne voit pas sa fin venir dans les prochaines années. D'ailleurs, soyons un peu réalistes, la criminalité a toujours existé de par le monde, elle s'adapte au fur et à mesure, elle est opportuniste et elle continuera à s'adapter à travers ces moyens modernes. Donc, la cybercriminalité, malgré tous les efforts qu'on peut faire en cybersécurité, n'est pas près de s'éteindre, en tout cas pas dans la vision de la vie des 20 ou 30 prochaines années. Voilà. Donc à retenir, hein, c'est important. Voyez également ce qu'on peut faire en une minute sur Internet. 21 millions de textes envoyés, 9000 connexions sur LinkedIn, etc., etc. 2 millions d'accès de correspondance Tinder, 200 000 personnes qui tweetent en une minute. Donc imaginez combien il est facile pour les cybercriminels d'utiliser les réseaux sociaux pour acquérir du renseignement, pour faire ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale et pour ensuite attaquer plus facilement des entreprises, par exemple. C'est ce qu'on voit à travers des attaques, non pas en ransomware, là, dans ce cas-là, mais, enfin, si, des fois, ils utilisent aussi l'ingénierie sociale pour mieux comprendre la manière dont fonctionne l'entreprise ou pour piéger certains, mais ça va permettre également de procéder à ce qu'on appelle des escroqueries aux faux ordres de virement ou des escroqueries à la présidence. D'accord ? Escroquerie au président, je me fais passer pour le président, etc. Vous connaissez. Donc imaginez combien ce type cette compréhension du monde des réseaux sociaux nous permet de mieux imaginer aussi l'évolution, parce que là, je vous montre juste le chiffre 2021, quand on compare les chiffres précédents, on est dans une évolution permanente d'utilisation des réseaux sociaux. Un coût économique certain. Une étude a été réalisée il y a 3 ans, j'ai eu la chance d'y participer avec l'Université de Lausanne. On était une dizaine d'universités dans le monde européen, plus Interpol, plus d'autres entreprises. On a pu déterminer que le coût de la cybercriminalité représentait 1% du PIB européen. C'est-à-dire qu'il y a 3 jours de travail de vous, de moi, de l'ensemble des Européens qui sont consacrés à payer des cybercriminels à l'étranger. Voilà. C'est quelque chose qu'il faut retenir, qui a été redémontré par d'autres instituts par la suite et qui permet d'avoir un raisonnement objectif sur le coût de la cybercriminalité et de pouvoir se positionner sur
sur les décisions à prendre. Dans les enjeux à venir, dans les risques donc, auprès desquels on va être confronté, il y a la montée en puissance de la rapidité de transmission et la capacité d'échange supplémentaire qu'offre la 5G, la 5e génération de téléphonie mobile. C'est l'équivalent d'une fusée par rapport à la 2G. La 2G, c'est milieu des années 90, de la voix, quelques SMS. Vous voyez qu'on a mis à peine 30 ans à arriver à ce qui est la 5e génération, qui va permettre la réalisation de ce qu'on appelle l'Internet of Things, l'Internet des objets, c'est-à-dire cette capacité que les objets ont à communiquer entre eux, puisque la 5G, ce n'est pas une communication d'un point vers un rayon, vers une masse, mais c'est une communication d'objet à objet. Et en poussant le raisonnement jusqu'au bout, ça va permettre naturellement l'avènement des voitures sans conducteur, ça va permettre votre frigidaire, dans l'absurde, mais votre frigidaire de passer la commande des biens nécessaires de consommation que vous aurez, puisqu'il aura déterminé que la dernière bouteille de lait a été sortie et qu'il faut en commander. Voilà. Ça peut paraître amusant, mais c'est un vrai changement de mentalité. Hein. Dans les 10 ans, 15 ans à venir, on va changer. Il y a beaucoup de choses au sein même de la consommation, la production de services qui vont changer et qu'il va falloir sécuriser et qu'il va falloir assurer. Dans les menaces qu'on a croisées, donc, je vous l'ai déjà dit, petit rappel, liées au télétravail, on a connu l'hameçonnage, le phishing, on a connu des ransomware, par centaines cette année, du vol de données, naturellement, ça c'est le pendant traditionnel, et puis les faux ordres de virement dont je vous ai parlé il y a 2 minutes. Quelles sont nos perspectives? Est-ce qu'on va vers une cybersécurité totalement intégrée? Des cyberconflits, du cyberterrorisme, une dépersonnalisation de la vie privée? Alors, l'intégration de la cybersécurité, elle est favorisée par 2 éléments principaux en France. Un élément purement français qui est la loi de programmation militaire qui date de 2013, mais qui a introduit, d'abord qui a créé l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information en tant qu'agence, hein, ça existait déjà comme direction générale et avant comme direction centrale, mais ça crée une direction, enfin une agence, c'est-à-dire un dispositif qui relève de sa propre autorité, même s'il y a l'administration de tutelle qu'est le service du Premier ministre. Donc, cette Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, mais également a rappelé l'importance des opérateurs d'intérêt vitaux et surtout a mis le doigt sur les systèmes d'information d'importance vitale, les SSIV. Autour de 12 secteurs d'activité principaux, répartis en 4 dominantes, hein, alimentation, gestion de l'eau, santé, activité civile de l'État, judiciaire, militaire, énergie, finance, transport, communication électronique, audiovisuel, informatique, industrie, espace et recherche. Donc les OIV, elles sont 200 environ en France, on n'a pas le droit de les citer, mais vous voyez bien à qui on fait référence quand on traverse ces secteurs d'activité. En renforçant les capacités de cybersécurité et en obligeant par la loi que ces systèmes d'information d'importance vitale atteignent un niveau élevé de cybersécurité, on conduit, par voie de top-down, hein, on conduit l'ensemble des entreprises sous-traitantes à s'aligner à ce niveau de cybersécurité. En poussant le raisonnement au plus loin, le pâtissier de l'Élysée ne pourra pas continuer à alimenter l'Élysée, par exemple, s'il n'est pas lui-même détenteur d'un système d'information dont le niveau de cybersécurité correspond à celui d'un OIV. Parce que sinon, il ne pourra pas travailler avec cet OIV. Et en descendant comme ça, couche par couche, on va arriver à porter des obligations de sécurité beaucoup plus élevées dans la majorité des entreprises françaises, premièrement. Deuxièmement, le règlement général de la protection des données personnelles, qui a été introduit en 2018 sur l'ensemble de l'Europe, qui est un règlement qui est obligatoire, qui a renforcé les pouvoirs de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui n'a pas globalement changé grand-chose dans notre quotidien français, puisqu'on avait déjà cette antériorité de la loi informatique et liberté de 78, mais qui par contre a renforcé les pouvoirs de la CNIL et puis a permis de mettre le doigt sur des failles qu'on avait, puis sur certaines latences qu'on avait dans certaines entreprises. Il n'y a qu'à voir le nombre d'amendes qui ont été infligées par la CNIL en France
pour bien comprendre que non seulement ces amendes concernent des entreprises étrangères qui viennent travailler sur le territoire européen, mais également quelques entreprises françaises qui étaient un peu focusées dans l'œil du cyclone de la CNIL et qui ont été amendées telles qu'elles devaient l'être pour pouvoir les pousser à respecter ce règlement général. Ce règlement général, il a une portée bottom-up. On part de la donnée personnelle de chacun d'entre nous, on la protège et on pousse vers le haut donc les obligations de cybersécurité en créant par exemple la protection des données dès la conception, la protection des données par défaut. Vous n'êtes pas là à avoir vous-même à cocher des cases qui disent ben oui mais je veux pas que. Non, non, ça doit être obligatoirement conçu de manière à vous protéger. Voilà, en simplifiant. Donc vous voyez que ces deux mouvements qui partent du haut vers le bas à travers la LPM et qui partent du bas vers le haut à travers le RGPD appellent les entreprises à se rejoindre dans des niveaux de sécurité parce que le règlement général de la protection des données, c'est un outil de cybersécurité également, à la fois technique et à la fois juridique. Le risque, il est permanent. Il est permanent à cause de ces attaques triangulées et des outils sophistiqués qui sont à la portée de tous. Alors, de tous, bien sûr, ça paraît évident, enfin, ça paraît évident, ça paraît moins évident qu'il y paraît pour ceux qui ne sont pas spécialistes, mais on n'a pas besoin d'être spécialiste pour mener une attaque maintenant. On peut se faire aider par ce qu'on appelle le crime as a service, le hack as a service, à travers le darknet tout particulièrement, où on peut louer les services de cybercriminels et les faire travailler pour soi. C'est ce que font certains services. Et on l'a compris à travers, par exemple, l'affaire SolarWinds, qui est une grosse attaque qui a été menée très vraisemblablement par la Russie contre les États-Unis et les instances gouvernementales et les instances des gouvernements d'État, non seulement fédéral, mais des gouvernements d'État. Cette attaque, il a fallu environ 3 ans pour la mettre en place, pour infiltrer les couches basses de Microsoft, pour pénétrer ensuite chez FireEye, qui est un gros fournisseur de solutions de sécurité aux États-Unis, qui est une entreprise qui chasse les APT, Advanced Persistent Threats, des menaces persistantes avancées, dont sont particuliers et qui identifient comme ça certains groupes criminels et avait identifié par exemple APT 28, un groupe russe. Voilà. Donc cette affaire SolarWinds, c'est pas un hasard, c'est à la fois une affaire politique, une véritable attaque menée par très certainement les services de renseignement russes, on l'a dit. On a vu également cette affaire Pegasus, là, dans laquelle les téléphones de ministres français, mais d'autres personnes dans le monde étaient infectés par un logiciel espion, vendu via le Maroc à travers une entreprise originaire d'Israël. Et puis d'autres types d'attaques, comme une petite commune qui a pu faire l'objet d'espionnage industriel, informatique plutôt depuis 2010, enfin, industriel informatique depuis 2017. On est équipé en France. Vous voyez là un rapide rappel de la cybercommunauté étatique française. C'est important de savoir qu'il y a des correspondants, par exemple, de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information dans les régions. C'est utile pour les entreprises. Ça permet de pouvoir, pour les plus sensibles, avoir un contact direct. Et puis, il y a un organisme qui s'appelle Cybermalveillance, dont le site est très bien fait, qui permet à l'ensemble des entreprises et l'ensemble des particuliers de pouvoir bénéficier de renseignements utiles au quotidien. Ces cyberconflits sont aussi... Alors, pourquoi j'insiste un peu sur les cyberconflits? Parce que la cybercriminalité, c'est pas que monsieur, madame, tout le monde. C'est aussi, comme je vous l'ai dit, des attaques triangulaires qui passent par les entreprises. Et donc, les entreprises peuvent être au cœur de choses qui les dépassent totalement, mais en être victimes sans s'en rendre compte la plupart du temps. Cyberterrorisme, bon, je ne vais pas insister là-dessus. On a vu qu'en 2015, avec l'attaque de TV5 Monde, le cyberterrorisme prenait une véritable forme, contrairement à ce qu'on pensait préalablement. Et puis, des inquiétudes sur l'avenir. On se demande si les scénarios de blackout ne sont pas envisageables. On a vu la semaine dernière que l'Iran s'est retrouvé dans l'impossibilité de distribuer du carburant sur l'ensemble de son pays suite à une cyberattaque. On a vu que des avions peuvent rester cloués au sol pendant un certain temps suite à des attaques qui ont eu lieu en 2019.
On a vu que des hackers pouvaient pirater des réseaux d'eau potable. Si demain on va vers quelque chose qui est très organisé, est-ce qu'on ne peut pas bloquer l'ensemble d'une région en France, bloquer l'ensemble d'une activité en France? Voilà, c'est des questions qu'il faut. Ça paraissait être de la science-fiction il y a quelques années. Ben, ma foi, le blackout, la liquidation totale, ça reste encore quelque chose de peu envisageable, hein, mais heureusement parce qu'il y a toute une intelligence derrière qui se met en place pour nous protéger contre ça. Mais c'est moins de la science-fiction qu'il y paraissait il y a encore 10 ans. Dans les facteurs à retenir que vous aurez à gérer avec vos clients, par exemple, c'est cette baisse de la culture sécurisée de manière générale. On vit dans des pays en paix, hein, en Europe, et heureusement, tant mieux. On a plus de services militaires qui permettaient d'apporter cette culture. Voilà. On a une mécompréhension du risque. Vous qui êtes tous impliqués dans des problématiques de risque au quotidien, c'est le métier de l'assureur, hein, naturellement, vous vous rendez compte que souvent, vos clients sont peu habitués à cette compréhension, à part dans les gros groupes où on a des managers naturellement du risque, mais pour des entreprises moins matures, c'est quelque chose qui manque un petit peu quand même. On est dans une société de l'ego où chacun a des comportements autour de sa personne et autour de son identité numérique supérieure à ce qu'on aimerait voir de discrétion à l'égard de l'entreprise, par exemple. Et puis la multiplicité des réseaux sociaux dont on a déjà parlé. Les risques les plus importants pour 2020 ont été décrits par tout un tas d'organismes, mais moi j'aime bien ces rapports annuels, ces baromètres d'Allianz, par exemple, qui nous disent que le premier risque auquel qu'on craint en 2021 pour les années à venir, hein, c'est l'interruption de business, bien sûr, mais ensuite, vous voyez, la pandémie, un nouveau pandemic outbreak, un nouvel confinement, et puis les incidents cyber, quasiment autant de pourcentage, on est à 40%. Voilà. Donc, on voit dans d'autres présentations que les cyberincidents, les cyberattaques restent dans les priorités 1 ou 2 de la plupart des gouvernements ou de la plupart des entreprises. Alors, il faut maintenir l'humain naturellement au cœur du dispositif. Ça me paraît tout à fait cohérent. Conserver cette approche empirique, le gendarme court toujours après le voleur, hein. Donc, on aura toujours des cybercriminels qui ont un temps d'avance sur nos capacités de réaction. On a une criminalité qui évolue vers cette cybercriminalité parce qu'elle permet d'embrasser l'ensemble des activités jusqu'alors dévolues à la criminalité, hein. Tout criminel peut maintenant, entre guillemets, trouver son compte et son profit à travers l'utilisation d'outils informatiques et d'outils distants. Et puis on va vers des crises aussi qui sont à gérer à des niveaux très rapidement national, européen, voire international. Et les crises cyber, quand elles sont lourdes, au même titre que les crises sanitaires, hein, on l'a vu avec le Covid-21, sont à gérer souvent à des niveaux dépassant largement le pur niveau local. Prenons l'exemple du dernier, l'exemple que j'ai cité, la fin 2020, début 2021, de SolarWinds. SolarWinds, ça a eu un impact sur les États-Unis, mais pas que, hein. Il y a eu également des effets de bord et ça a impliqué la prise de conscience et l'intervention de la communauté internationale. Une inquiétude que je vous livre comme ça, c'est par rapport au big data, par rapport au cloud computing, par rapport à tous les outils d'intelligence économique qui vont apparaître de plus en plus pour gérer justement cette cyber défense, cette cybercriminalité, cette cybersécurité. Il ne faudrait pas qu'on arrive dans un monde dans lequel on laisse les objets se gérer entre eux. La 5G va conduire les objets à communiquer entre eux. Ça va introduire des failles de sécurité également, parce que ce n'est pas parce que ces outils ont la capacité de communiquer entre eux qu'ils auront été conçus avec une sécurité suffisante. Il restera toujours des parts d'insécurité. Il faut que l'homme continue à s'en mêler, à le gérer. On voit dans les entreprises que on utilise de plus en plus des outils intelligents, très intelligents, hein, qui vont détecter des failles, qui vont rechercher des. C'est très bien, mais il faut quand même qu'il y ait derrière un bonhomme, une bonne femme, en disant simplement, un humain pour pouvoir gérer le tout, pour prendre des décisions stratégiques, voilà. Donc, le déploiement technique
au sein des entreprises des outils de cybersécurité, c'est très bien, c'est indispensable, c'est nécessaire. Il faut de l'organisation aussi derrière, et ça, il faut y veiller dans la relation contractuelle qu'on peut avoir avec les entreprises. Et puis, il faut aussi former des personnels, il faut sensibiliser l'ensemble des personnels, il faut que les directions générales s'impliquent pour être sûr de pouvoir continuer. Voilà ce qu'est la 5G, à une illustration, j'ai déjà décrit, d'une Smart City à venir. On est dans un univers également dans lequel les métiers de la cybersécurité sont des métiers sur lesquels il y a énormément de pression et peu de personnel. D'accord Même s'ils sont bien rémunérés, il y a peu de personnel. Globalement, en France, quand on forme 1000 personnes à la cybersécurité, un tiers retourne dans son pays d'origine, puisque ce sont des gens qui ont été formés, qui sont venus se former en France. Un tiers part dans un pays tiers, d'accord, que ce soit des Français ou des étrangers formés en France, et un tiers reste sur le marché national. Donc, on a ces dernières années, développé énormément de compétences, de savoir-faire, d'universités, d'écoles en cybersécurité, et pourtant, ça ne suffit pas encore. Alors, cette pénurie, on le constate sur tout le marché européen, il ne faut pas se faire d'illusions, mais c'est un métier, ça reste un métier d'avenir. Hein. Et le cyberassureur est par effet collatéral un métier d'avenir également. Actualité de la cyberassurance, vous en avez certainement entendu parler, mais je me dois de vous le rappeler. Cette intervention donc d'un député LRM, Valérie Faure-Mutian, qui rappelle qui préconise de structurer le marché de l'assurance cyber. Et puis donc un rapport parlementaire sorti depuis qui rappelle que la difficulté qu'on connaît en matière de paiement des cyber-rançons. Alors, il y a eu comment dire, un push très fort des États-Unis. Ça a commencé par le Trésor américain l'année dernière, qui a rappelé que le fait de payer des rançons, c'était une manière de favoriser la cybercriminalité, puisqu'on a rapporté des dividendes. Hein. Et c'était aussi une manière de favoriser certains groupes terroristes qui se naissent et qui se nourrissent de ces attaques en ransomware et qui ainsi remplissent leurs caisses. Donc ça a appelé tout un tas de questions. Il y a eu un suivi donc dans la même lignée par l'Irlande, la Grande-Bretagne et d'autres pays. Et donc on arrive à cette question en France de savoir comment agir en matière de cyber assurance et surtout comment est-ce qu'on va payer ou pas ces rançons. Alors, la direction générale du Trésor public a lancé un groupe de travail sur cette offre assurantielle suite à la demande donc, qui a été menée par notre députée dont je ne me rappelle pas le nom, Madame Valérie Faure-Mutian. Et puis une étude réalisée par un réseau international de courtage qui s'appelle Oden en juin 2021 sur 35 pays a permis de poser les bases d'une réflexion. Le coût de la cyberassurance a augmenté de 32% en 2020. D'accord Pourquoi Parce que énormément d'attaques, énormément de rançons à payer, forte pression des surassureurs sur le métier. Le nombre d'attaques en rançongiciel, c'est-à-dire en ransomware, a grimpé de 170% en 2 ans, c'est énorme. Le coût moyen des offensives a progressé de 145%. Le paiement moyen de la rançon aux États-Unis atteint une croissance de 405% en 2 ans et demi. C'est considérable. Et puis, donc, il y a eu une réaction de la plupart des compagnies d'assurance. Premier trimestre 2021, les assureurs ont réduit leur capacité, augmenté leurs primes. 30 à 40%, recours à la coassurance pour partager les dépenses et transférer une partie des risques aux réassureurs. À la fin du deuxième trimestre 2021, toujours d'après le rapport, augmentation de 40 à 50% des primes pour les grands comptes et plus de 100% pour certains petits clients. Et puis certains assureurs ont pris la décision de se retirer, comme AXA en France. AXA a récemment suspendu son contrat de cyberassurance et de paiement de la cyberassurance. Voilà, donc en conclusion, je dirais qu'on est dans un monde en pleine évolution. La cybersécurité, c'est une évolution permanente. D'accord, on est face à ce que j'appelle moi des toujours nouvelles technologies. On est confronté à une évolution rapide
on l'a vu, là, de la cybercriminalité à travers l'évolution de la prise de conscience des assureurs. On a des changements de paradigme incessants à travers particulièrement la montée en puissance de la 5G, par exemple. Et puis, on est quand même dans un domaine dans lequel on est au cœur de défis, parce que vous l'avez vu, ce sont des défis à la fois sociaux, mais diplomatiques, internationaux. Voilà. Et la problématique qu'on peut avoir dans le rapport d'un assureur avec son client, elle est inscrite d'abord de manière transversale, parce qu'il y a au sein de l'entreprise, il y aura le besoin d'une réflexion transversale et pas s'arrêter uniquement à des problématiques techniques. Et puis, on est tout de suite au cœur d'une actualité mondiale, même quand on croit traiter un sujet qui est un sujet purement local. Voilà ce que je voulais vous présenter très rapidement, en une demi-heure, pour poser l'accent sur la cyber-insécurité, la cybercriminalité, et puis le rôle de l'assureur au milieu du tout. Je vous remercie infiniment, Monsieur Agroum, pour cette présentation effectivement rapide, mais très, très instructive. Vous l'avez évoqué, c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui, selon un rapport de l'AMRAE qui date de cette année, souscrire une assurance pour se protéger des risques en cybersécurité reste une démarche complexe, notamment pour le marché des ETI. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller effectivement à ceux qui nous écoutent aujourd'hui pour faire face à ce type de risque? On dénonce, et les assureurs sont un peu dans le collimateur, la hausse des primes, la hausse des franchises par rapport à une capacité de couverture qui, elle, serait réduite. Donc voilà, est-ce que déjà le gouvernement, sur le plan 2022 qu'il a évoqué, a des réflexions, a des réponses par rapport à ça? Alors bon, je dirais C'est que vaste. je réponds. Non, 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 oui, c'est très vaste. Merci pour la question, mais elle est très vaste. Je ferai une réponse un peu à la Kennedy, c'est-à-dire que prenez-vous en main avant de demander à l'État ce qu'il peut faire pour vous. Dans les entreprises, il faut savoir affronter le risque, d'accord? Pour affronter le risque, on peut l'éviter, on peut le transférer, on peut le réduire, etc. S'adressant à l'assurance, c'est un mode de transfert. On va transférer le risque et on va demander à l'assurance de prendre en charge une partie du risque qui est l'autre. S'assurer, ce n'est pas, comment dire, garantir son entreprise de son niveau de sécurité. Il faut d'abord, dans un premier temps, avoir un constat de ce qu'est le niveau de cybersécurité de son entreprise. On va le faire à travers des audits, à travers des tests de pénétration, à travers des analyses de risque qu'il faut mener. Alors, plus l'entreprise est grosse, il est évident que plus l'entreprise est grosse, plus c'est facile parce qu'on va disposer du personnel nécessaire pour le faire. Dans une petite entreprise, une PME, PMI ou une ETI, ETI, on peut le faire de manière tout aussi simple avec des raisonnements de bon sens. Quels sont mes risques? Voilà, un chef d'entreprise, même aussi modeste soit-il, il doit se demander quels sont ses risques. Est-ce que je risque de, je sais pas, j'ai un risque, sortons de la cyber et faisons des choses simples, risque d'inondation. Quel est mon risque d'inondation? Je suis dans une zone inondable, pas inondable, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste là? Est-ce que je monte au sommet d'une colline? Si je monte au sommet d'une colline, j'ai moins de risques, etc. etc. Ben, c'est pareil pour la cyber. Est-ce que j'ai équipé l'ensemble de mon dispositif des éléments techniques suffisants pour me protéger? Est-ce que j'ai formé mes personnels? Est-ce que je les ai sensibilisés? La sensibilisation, par exemple, du personnel, ça permet de réduire pratiquement d'un tiers les risques cyber au sein d'une entreprise. Quelques séances de sensibilisation, si possible par quelqu'un d'externe, parce que souvent la bonne parole est mieux portée quand elle vient de l'extérieur qu'à l'intérieur, et vous vous engagez comme ça. Dans le rapport à l'assurance, c'est un rapport magnétique, c'est un contrat. Donc moi, je fais l'effort de monter d'un cran mon niveau de cybersécurité. Toi, tu fais l'effort de m'assurer, de venir m'aider si jamais je suis victime d'un sinistre. Il appartient aussi à l'assureur d'inciter fortement son client à mettre en place des politiques de sécurité en lui recommandant, par exemple, des audits, des auditeurs, en jouant sur le niveau de prime en fonction du travail effectué, en effectuant des audits. Et ça se fait. Ça se fait. Moi, j'ai vu dans certaines entreprises qui ont été victimes de ransomware et dans lesquelles l'assureur a payé le ransomware.
il y a toute une batterie d'audits qui vient derrière pour vérifier comment l'entreprise se remet à niveau pour être sûr de remettre un niveau de prime inférieur à celui qui a été consécutif à l'attaque, etc., etc. Il serait bon qu'on puisse avoir ce rapport de conseil dès le début, dès le début du contrat assurantiel, qu'on n'attende pas d'avoir été victime d'une attaque, et chacun y gagnerait. L'assureur y gagne parce que le risque diminue naturellement de faire l'objet d'un sinistre, et puis pour l'entreprise, en augmentant sa capacité à se défendre, il limite naturellement les attaques potentielles. Et est-ce qu'il y a des obligations réglementaires, minimales, j'ai envie de dire, auxquelles les entreprises, du secteur assurantiel, doivent répondre en proposant ce Alors, type de contrat? Alors oui, il y a toutes celles qui sont relatives, je l'ai déjà dit, au RGPD. Au Il y a toutes RGPD? celles qui sont relatives à la loi de protection, à la loi de programmation militaire pour les entreprises qui relèvent des OIV ou qui relèvent d'autres obligations. Il y a l'obligation alors, même avant le RGPD, même avant la LPM, il y avait une obligation de toute façon de moyens pour les entreprises de mettre en place un niveau de cybersécurité. Il ne s'agit pas celui qui vous dit que la sécurité 100% existe est soit un menteur, soit un grand naïf. Donc, il ne s'agit pas d'atteindre le niveau optimal, mais il faut au moins faire l'effort de montrer qu'on a progressé. Et puis après, il y a tout un tas d'obligations civiles qui relèvent du droit des assurances et autres qui peuvent être appelées, oui, en effet. Et puis, on parle aujourd'hui, des enjeux business, des enjeux commerciaux pour les assureurs de pouvoir, proposer, et faire face, à la cybersécurité. Mais, les entreprises assurantielles sont elles-mêmes victimes, de cyberattaques, hein. On l'a vu avec, Bien sûr, MMA et MNH, bien sûr. récemment. Et alors là-dessus, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a eu des sanctions, et comment les entreprises, attaquées, s'en sortent? Alors, des sanctions, vous ne serez pas sanctionné parce que vous avez été attaqué. Heureusement, d'ailleurs, on va pas, on va pas tirer sur l'ambulance. Il y a des sanctions si vous ne déclarez pas. D'accord, ça Oui. c'est le RGPD. Si vous ne déclarez pas dans les 72 heures une fuite de données, à partir du moment où vous en avez connaissance, là vous pouvez faire l'objet d'une sanction. À la date où vous en avez connaissance, ou à la date où vous l'avez confirmé. Voilà, ça c'est la sanction. Après, si vous n'avez jamais pris aucune mesure de cybersécurité, là, vous pourriez faire l'objet de sanctions, oui, qui relèvent du code pénal. Mais les mesures qui peuvent être prises sont d'abord, c'est tirer les bons enseignements de l'attaque qu'on a subie, puis se mettre à niveau le plus rapidement possible. Il faut savoir qu'une mise à niveau d'une entreprise, une grosse entreprise en matière de cybersécurité, ça peut prendre 2 à 3 ans. D'accord, Mmh. quand on repart de quelque chose qui n'est pas terrible pour en faire une vraie, un vrai modèle dans les règles de l'art, il faut 2 à 3 ans. Entre les audits à mener, entre les trous dans la raquette techniques à rectifier rapidement, il y a ceux qu'on règle rapidement. Puis après, il y a tout le processus de changement. Il faut bien comprendre ça. Il y a des changements de mentalité, des changements d'organisation. On est dans une politique du changement, de la rénovation de l'entreprise, du temps de l'entreprise. On ne peut pas claquer des doigts et tout changer d'un coup. C'est pas uniquement voilà. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a 3 piliers. Il y a le pilier technique, le pilier organisationnel et puis le pilier humain. On ne peut pas tout changer en un clic. Ceux qui croient encore que je débranche, je rebranche et puis ça va fonctionner, c'est pas vrai. C'est une belle vue de l'esprit, c'est un rêve, mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est 2-3 ans pour arriver à remonter le niveau global complet d'une entreprise. Mmh. Et vous animez, à nos côtés une formation sur le rôle du responsable conformité, par rapport, aux cyberattaques. Est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, cette fonction a quelque chose de particulier à jouer? Et lorsqu'elle n'existe pas, qui d'autre peut l'intégrer, en fait, dans les pratiques de conformité? Oui, alors il faut bien comprendre que la cybersécurité, elle se répartit entre la technique, l'organisation et autres. Ça, je l'ai dit, mais je le répète à chaque fois parce que nombreux sont ceux qui pensent que c'est uniquement un problème technique. La conformité, c'est ce qui vient faire comment dire, le lien, le transversal, particulièrement transversal, dans les dispositifs de cybersécurité au sein des entreprises. Quand on étudie, par exemple, la norme ISO 27000, on voit que l'axe
transversale qui est proposée par la norme ISO 27000, qui est la norme de sécurité des systèmes d'information, c'est justement la conformité. Voilà. Cette conformité, elle permet de faire travailler autour de mêmes sujets à la fois des acteurs juridiques, des acteurs techniques, le RSSI, la DSI, les RH, voilà, l'ensemble des fonctions, les opérations, hein, il n'y a pas que les fonctions support, il y a également les opérations au sein d'une entreprise. Quand on ne dispose pas d'une organisation aussi complexe dans laquelle on peut distinguer les différents rôles, il va falloir donner cette mission à quelqu'un au sein de l'entreprise. Alors là, on va affiner en fonction du nombre de personnel. Ça va être ou le responsable de la sécurité des systèmes d'information, s'il en reste un, ou le responsable des audits, souvent, ou le responsable du contrôle interne, voilà, ou le responsable juridique. Et in fine, on finit souvent autour de deux, trois responsables. On finit autour du responsable juridique, dans l'hypothèse où il n'y a personne d'autre, hein, des autres postes cités. Donc là, le responsable juridique, le responsable de sécurité des systèmes d'information, et puis la DSI. Et on tourne autour de ces trois acteurs quand on a un d'autre. Quand on est dans une PME, PMI très petite, eh ben, on va tourner autour de celui qui a la compétence pour pouvoir, l'appétence de la matière pour pouvoir essayer d'embrasser les trois ou quatre niveaux. Donc c'est ou le patron ou le DRH même souvent qui fait un peu multitâche, voilà. Donc on Mmh. arrive à tourner avec ces différents types de compétences. Voilà. Dans les entreprises les plus petites, il faudra de toute façon, quelle que soit la taille du système d'information et de la DSI, il faudra soit externaliser une partie de ces fonctions, sécurité des systèmes d'information, compliance, juridique, etc., soit à temps partiel, y faire consacrer un peu de temps à quelqu'un Mmh. qui a le goût de la matière. Mmh. Eh ben, écoutez, je vous remercie encore infiniment, Monsieur Agroum, pour cette intervention. Merci à tous de nous avoir suivis et d'avoir participé. Et puis, bah, surtout, n'oubliez pas que Monsieur Agroum anime des formations bien plus complètes à nos côtés. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter ou à faire appel à lui. Et je vous souhaite à tous un très bon appétit et j'espère à bientôt. Au revoir. Merci. Merci à vous, merci à tous, bonne journée, au revoir. Au revoir.